bavardage sur le canap, 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 canap. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir tout le monde. Ce soir, nous on se retrouve pour un nouveau bavardage sur le canap, 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 canap. Donc ça fait longtemps. Alors j'avais déjà, par rapport à la vidéo précédente de bavardage sur le canap, j'avais tourné une vidéo bavardage sur le canap un peu trop rapidement. Je m'étais retrouvé avec une vidéo avec les mêmes top 10 Netflix et Prime, ce qui a fait que cette vidéo, je me suis retrouvé avec n'avoir presque rien à dire, à part peut-être entre les deux, toi. Alors peut-être que je reprendrai, je ferai de la récup sur un prochain best-of. Je pense que oui, je ferai de la récup comme ça. Puis voilà. Donc là, alors qu'est-ce que j'ai vu déjà en premier? Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore bavardage sur le canap, c'est du bavardage, bavardage, bavardage sur principalement les films, les séries, les plateformes numériques et éventuellement jeux vidéo, mais c'est moins jeux vidéo. Je pense que je ferai des bavardages jeux vidéo sur les vidéos gameplay. Je ferai des vidéos Nintendo, spécial Nintendo comme je l'ai fait la dernière fois avec Zelda Breath of the Wild. Je ferai une autre vidéo de gameplay de Zelda Breath of the Wild. Je l'ai pas terminé. Là je commence à être pris dedans, franchement. J'ai eu beaucoup de mal avec le début. Mais là, ouais, vraiment, vraiment chouette. Ah ouais, il y a vraiment quelque chose. La magie commence à opérer, mais pleinement. Et j'en suis qu'au début encore. Je dirais, je dois être à une dizaine d'heures de jeu. Et je sais que le jeu, enfin j'ai cru comprendre que le jeu c'était une centaine d'heures de jeu. Donc j'ai le temps de faire encore des grosses vidéos de gameplay. Sûrement plus intéressantes que les 3 heures de découverte. 2h30. Donc oui, je parlerai jeux vidéo, surtout dans ces vidéos-là de Nintendo. Je ferai mes vidéos de gameplay hardcore sur Halo 4 et Gears of War, je les continuerai. Donc là, je blablaterai surtout sur ces jeux-là, puis je ferai du gameplay classique. Hein. Il n'y aura pas vraiment de bavardage général là-dessus. Mais le bavardage jeux vidéo, je les ferai sur les vidéos où je proposerai du gameplay sur Nintendo. Donc là, principalement, ça reste sur ça. Alors, ça m'arrive de balancer quelques anecdotes comme ça et tout ça sur des films par rapport à ma vie et tout ça. Donc, mais voilà, c'est totalement improvisé, rien de préparé. Donc, qu'est-ce que j'ai vu récemment hors plateforme Netflix et Prime? Donc, j'ai vu deux films avec Paul Newman. Un que je connaissais déjà plus ou moins, mais je n'avais pas dû le voir en entier. C'est L'arnaqueur, L'arnaque, avec Paul Newman et Robert Redford. Donc c'est vraiment un film très très intéressant. Le scénario est bien. Tu vois, j'avais plus ou moins vu il y a longtemps, je pense. On l'avait en VHS, mais je refusais de le regarder. Je faisais toujours avance rapide, tu vois, c'était enregistré en premier film. Et je faisais avance rapide pour voir le deuxième film qui était, je ne sais plus quoi. Je crois que c'était Rayman, avec Tom Cruise et Dustin Hoffman. J'adorais Rayman aussi. Et c'est vrai que bon, les vieux films en VHS, avec l'image VHS, c'était pas très intéressant. Là, ils l'ont repassé en haute définition et à part certains plans qui étaient flous. Et franchement, ouais, je me suis fait avoir sur certaines choses quand même. Et bon, ces deux acteurs extraordinaires, Robert Redford et Paul Newman, ces deux acteurs-là, j'en ai vu plein de films avec eux, de ces deux-là. Et franchement, ces deux acteurs exceptionnels, ils ont fait des films incroyables. Et le deuxième film, que là, celui-là, je ne connaissais pas, c'était Luc la main froide. Luc la main froide avec Paul Newman. Et alors là, j'ai pris une méga claque. C'est un vieux film, on retrouve de vieux acteurs comme Harry Dean Stanton et tout ça dedans. Il paraît qu'il y en avait un autre, je me rappelle plus comment il s'appelle, enfin peu importe. C'est surtout Paul Newman qui est important dans ce film-là. Paul Newman
est clairement, là je le dis, un des meilleurs acteurs au monde. Bon, il est décédé aujourd'hui, mais si on considère tous les acteurs qu'il y a eu depuis le début du cinéma, pour moi, Paul Newman, il atteint là un niveau stratosphérique. Et avec Luc la main froide, j'ai pris une méga claque. J'ai été bouleversé par ce film-là. J'ai éclaté de rire à un moment donné quand je pensais que tout était désespéré. C'était incroyable. C'est dire à quel point j'ai été pris dans le jeu d'acteur de Paul Newman. Ce film-là, il est incroyable. Franchement, je sais même plus de quand il date. Peu importe. Luc la main froide, si vous avez l'occasion de regarder ce film-là et que vous aimez, ça vous dérange pas trop de voir peut-être des vieux films, mais alors celui-là, c'est la méga claque. Franchement, incroyable. Magnifique. Et Paul Newman, ouais, de toute façon, déjà Paul Newman, moi, tout ce que j'ai vu de Paul Newman, dès qu'il y a un film sur Paul Newman, faut que je le vois. Faut que je le regarde, surtout quand je le connais pas. Il y a eu un petit western pas terrible la dernière fois. Bon, je sais plus trop ce que c'était, quoi. Il était élevé, je crois, par des. Où il fréquentait des Indiens, ou je sais plus quoi, vite fait. Ouais, c'était pas transcendant, je dois bien avouer. Mais c'était pas mal quand même. Parce que ce mec-là, il a une gueule. Il a un jeu d'acteur extraordinaire. Et dans ce film-là en particulier, dont je me rappelle plus, peu importe, tous les autres acteurs, ils étaient insipides, ils jouaient mal. Et lui, il jouait. Il était extraordinaire. C'est un peu comme j'avais dit avec Jack Nicholson. Jack Nicholson, il rayonne tellement dans un film, il est tellement bon que les autres acteurs paraissent vraiment très insipides, parfois même paraissent être mauvais acteurs. Là, Paul Newman, c'est un peu ça aussi. Mais sur certains films, parce que bon, Robert Redford, c'est pas. Quant à Robert Redford, Paul Newman et Robert Shaw, parce qu'il y a Robert Shaw dans l'arnaque, ça c'est l'arnaque, hein. Je repars sur l'arnaque. Dans l'arnaque, t'as Robert Redford, Paul Newman et Robert Shaw, qui est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un des 3 protagonistes des Dents de la Mer de Steven Spielberg. Il joue le pêcheur de requins dans les Dents de la Mer. Et là, j'ai regardé la VF parce que dès le départ, j'ai vu que Robert Shaw avait la même voix que dans les Dents de la Mer, la version française originale, parce qu'il y a une version remixée dégueulasse. Alors, je parle bien de la version d'origine française des Dents de la Mer. Cette version-là que tu peux que retrouver sur des supports, les Blu-ray et tout ça. Parce que sur Netflix ou Prime, j'ai quand même vérifié, c'est les versions réenregistrées françaises dégueulasses. Donc, ce qui est aberrant, je trouve. Voilà, ce jeu, Les Dents de la Mer, faut le regarder dans la VF d'origine, en mono, certes, mais la VF est mythique. Bon, pour ceux qui connaissent pas, pourquoi pas, mais bon. Donc là, pour l'arnaque, c'est la même voix, le même doublage français de Robert Shaw dans l'arnaque. C'est quand même une sacrée voix, je sais pas qui est le doubleur de Robert Shaw, mais il a une sacrée putain de voix quand même, c'est impressionnant. Donc c'est un film l'arnaque aussi, c'est un film que je peux que conseiller quand même de regarder, parce que t'es pris dedans et à un moment donné, tu te fais piéger. Et pourtant c'était pas faute quand même d'avoir déjà vu cette séquence là, mais comme j'ai dit, c'est un film que j'ai avancé rapidement parce que je voulais pas trop le voir quand j'étais adolescent. Voilà, ça c'est voilà, 2 films que j'ai vus là, et Luc la main froide, voilà, magnifique, magnifique, magnifique. Alors là j'ai vu plein de feuilletons de Noël. Alors j'ai vu plein d'anciens feuilletons de Noël parce que les nouveaux feuilletons de Noël, c'est une médiocrité absolue, ça fait déjà quelques années, c'est juste insupportable. On enlève en fin de compte la magie de Noël parce que la magie de Noël, c'est peut-être considéré comme trop religieux. Voilà, un peu trop religieux, je ne sais pas. Donc on enlève vraiment la magie de Noël et on se retrouve avec des trucs insipides, genre feuilletons des après-midi, là, des feuilletons à la mormoile. Donc voilà, donc heureusement qu'ils nous repassent sur certaines chaînes des vieux feuilletons de Noël. Je vis ceux que je connais à peu près, que j'aimais bien. Mais on perd le côté magie Noël. Et s'il y a des trucs qui aujourd'hui dans les mœurs d'aujourd'hui, pour ne pas dire des mœurs woke, si ça dérange de trop, bah on supprime ça, on sait jamais.
Donc pas de trop sexy, pas de trop machin. Donc on reste sur un truc bien carré qui dérange personne pour pas se ramasser des réflexions dans la tronche à tout va. Bon, c'est comme ça, c'est les mœurs d'aujourd'hui, il faut faire avec. Les feuilletons de Noël, bah, y a que dalle. Voilà, à part regarder des vieux trucs intéressants. Voilà, il y a des grands classiques hein, que j'adore, avec surtout l'ancienne actrice de One Tree Hill. One Tree Hill en français, je sais plus ce que c'était. C'était tu sais, les gars qui faisaient du basket et tout ça, et t'avais 3 nanas dedans. Et t'en as une d'entre elles, c'est Bethany Joyce, je ne sais plus quoi. Bah, y en a un, j'aime beaucoup. C'est quand ils se retrouvent dans la maison du Père Noël, ils sont censés faire. Ils sont en compétition avec l'autre gars, quoi. Un gars qu'on voit dans quasiment plein de feuilletons de Noël. Un acteur. Et puis ils se retrouvent dans la maison du Père Noël et puis ils tombent amoureux, gna 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 gna. Mais franchement, ça fonctionne super bien. Et elle aussi fait le médaillon de Noël, un grand classique. Même si c'est tiré par les cheveux, quoi. C'est une nana qui est en galère tout du long, puis à la fin, c'est la magie de Noël. Elle rencontre l'amour, le pognon, et finalement elle se fait une nouvelle famille, enfin bref. C'est un cliché, mais c'est très efficace. Voilà, donc ouais, l'actrice c'est Bethany Joyce, je ne sais plus quoi. Je le mettrai de toute façon là, je pense. Voilà, donc à part des vieux classiques, hein, voilà, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent tout à l'heure. Donc c'est bien parce que comme ça je me gaffe pas de feuilleton de Noël. Ceux qui se souviennent de Ranma et demi. Ranma et demi, c'était une série que je me suis regardé intégralement sur une des chaînes manga et tout ça là. Quasiment du début à la fin, sauf les premiers épisodes que j'ai loupés. Mais je connaissais déjà. Ranma et demi, c'est juste. J'adore. J'adore tellement que là, il y a un remake de Ranma et demi. Et Netflix passe un épisode tous les samedis. Et là, on en est au 6e épisode. Donc, je veux dire, ça traîne en longueur. Mais qu'est-ce que c'est plaisant de revoir Ranma et demi, quoi. J'adore tellement l'histoire de Ranma et demi. Même si la première série animée n'a pas été jusqu'au bout du manga. Mais j'aimais bien comme le dernier épisode de Ranma et demi. Et bah, tu vois, là, je les ai vus encore récemment l'intégrale. Et là, je reprends dès le départ le remake. Apparemment, c'est produit par Netflix. On dirait bien. Et bah, c'est génial, ça respecte. C'est quasiment la même chose, ça respecte vraiment le dessin animé d'origine. Sauf t'as la VF d'origine du Club Dorothée, ou je ne sais, ouais c'était le Club Dorothée qui proposait ça. La VF d'origine, t'avais plein de prénoms en français, t'avais Julien, Amandine, tout ça. Et sauf Ranma qui était Ranma. Là, t'as les noms d'origine en japonais, donc t'as Akane, enfin voilà. T'as les noms d'origine en japonais, mais t'as une VF vraiment intéressante, je trouve. Le dessin animé, le premier dessin animé, la première saison, le dessin était super beau. Ça m'a toujours choqué parce que je l'ai vu plein de fois cette série. La première saison, les dessins étaient super beaux, et à partir de la deuxième saison, où là il y a eu plein d'épisodes, ils ont fait des dessins un peu rapides, quoi. Ils ont dû faire le dessin animé en une année, enfin 170 épisodes en une année, ou je sais pas, parce que le dessin était vraiment, t'avais un downgrade de qualité au niveau du dessin. Et bon, mais c'est vrai que la première saison de la première série Ranma, le dessin était vraiment très joli. Ça choque quand t'arrives à partir de la deuxième saison. Là, le dessin il est joli, c'est un entre-deux. Je pense pas que c'est fait au crayon, bah c'est numérique, hein. Aujourd'hui tout est fait numériquement. Mais c'est joli. Les combats, il y a un effet bizarre sur les combats, tu vois. Mais un effet intéressant quand même. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui il y a un meilleur rendement. Donc, mais c'est vrai que la première saison de Ranma, elle était très jolie. Encore là récemment, comme j'ai dit, c'est choquant. Les premiers épisodes, c'est vraiment très joli, hein. Très beau coup de crayon parce que c'était fait à l'ancienne, à l'époque. Là, c'est joli, c'est bien, c'est pas extraordinairement joli par rapport à la première saison de l'époque, mais c'est pas mal. Et puis voilà, moi je pourrais la regarder 30 millions de fois, la même histoire de Ranma et demi. Donc là je peux que conseiller. Donc c'est l'histoire d'un adolescent et son père qui sont fans, qui
pratique les arts martiaux. Et son père emmène son fils finalement en Chine pour pratiquer les arts martiaux. Et il se trouve à un moment donné dans une zone qui s'appelle les sources d'eau maudite. Et les sources d'eau maudite, si tu tombes dans les sources d'eau maudite, si tu tombes dans une des sources maudites, tu es maudit en fait. Tu es maudit par la personne ou la chose qui s'est noyée dedans il y a très longtemps. Donc il peut y avoir... donc là, il y a Ranma tombe dans une des sources maudites où avant dedans il y avait une très jolie femme rousse qui s'était noyée, c'était une princesse ou je ne sais plus quoi d'ailleurs, une très jolie femme rousse qui s'était noyée il y a très longtemps dans cette source là. Donc Ranma tombe dedans. Quand il combat son père, il tombe dedans. Et finalement, c'est son père qui tombe avant en premier en fait. Son père tombe en premier dans une des sources maudites et il se transforme en panda, un énorme panda, tu vois. Et quand il ressort dedans, Ranma il perd l'équilibre, tu vois. Et lui il tombe dans une source maudite juste à côté. Et là il se transforme en une jolie rousse et tout ça. Donc ça c'est la malédiction finalement de Ranma, où il est à la fois un garçon, enfin il est réellement un garçon, mais au contact de l'eau froide, il se transforme en fille. Voilà, et au contact de l'eau chaude, donc quand il prend un bain, et ben hop, il redevient un homme. Donc voilà, il est victime d'une malédiction, donc c'est un peu le... Et tout le long de la série, il va essayer de déjouer cette malédiction. Son père, lui, se transforme en énorme panda, qui parle pas évidemment, mais c'est très très drôle. Et un de ses concurrents, ses rivales, lui, se transforme en petit cochon noir. J'en rigole parce que lui, il me fait marrer, quoi. Le mec, il a aucun sens de l'orientation. Et en fait, la copine de Ranma, enfin la copine, disons qu'à un moment donné, ce père et son adolescent, son fils, reviennent au Japon parce qu'il avait promis à son meilleur ami de faire marier son enfant avec une de ses filles. Donc il revient au Japon et voilà mon fils, machin, tout ça. Bon, bah ça, vous verrez les épisodes. Et il se retrouve fiancé avec une des filles de son ami. Et, en fait, le gars, le petit cochon, le gars qui se transforme en petit cochon, cette fille-là, en fait, elle le prend comme animal de compagnie. Voilà, puis elle dort dans son lit avec et tout ça. Et l'autre, il est jaloux, donc elle est pas au courant, mais... Donc voilà, il y a plein de quiproquos, de machins et tout ça, c'est très très drôle. Et là, je trouve que l'humour est toujours là. Voilà, mais bon, ils prennent pas de risques parce qu'ils reprennent vraiment... voilà, ils reprennent la même histoire. Alors, sûrement la même histoire que les mangas, moi je les connais pas, mais j'imagine que c'est la même histoire. Et voilà, très très bon, Ranma Enemy. Donc c'est un dessin animé, évidemment. Non, tu ne t'éteins pas, tu restes avec moi. Oh, c'est dingue ça, cette télé qui veut s'éteindre. Donc Ranma Enemy, exceptionnel. Bon là, il n'y a que 6 épisodes. Hein. Je pense que je sais pas jusqu'où ils vont aller, mais un épisode par semaine. Voilà, il va falloir attendre. Donc qu'est-ce que j'ai vu d'autre sur Netflix? Alors j'ai vu une autre série. Alors avec Anna Torv. Anna Torv, c'était l'actrice principale de Fringe. Série que j'adore. Et j'adorais cette actrice dans Fringe. C'était, je pense, son seul premier rôle. Je pense, hein, dans une bonne série. Donc là, elle revient quand j'ai vu qu'il y avait une série là qui est sortie il n'y a pas longtemps avec Anna Torv en premier rôle. Une série australienne. Anna Torv, elle est australienne d'origine. Donc c'est une série, si j'arrive à trouver, parce que là je trouve pas. Attends, j'ai dû le mettre dans ma liste. C'est Territory. Territory, alors mon dieu, c'est pareil ça. Alors ça reste une série Netflix, certes, à part un effet spécial que j'ai trouvé un peu moche. Au début avec un avion, quoi. Bon, voilà, c'est le petit budget peut-être pour ça, mais le reste, on voit quand même ces gros budgets parce que les plans en Australie sont magnifiques. C'est des éleveurs de bovins là-bas. Et c'est tout un business et tout. Y a c'est comme des mafias, enfin, c'est comme des.
des factions rivales s'affrontent alors dans une lutte. Attends, la plus grande ferme d'élevage au monde se retrouve sans héritier. Des factions rivales s'affrontent alors dans une lutte générationnelle féroce qui décidera de l'avenir du territoire. Franchement, c'est assez brut de décoffrage. Ça fait, c'est assez moderne, mais c'est un peu l'Australie, c'est le côté un peu paysan d'Australie. Ça fait très Mad Max des fois. Hein. C'est très vaste. D'ailleurs, Mad Max, c'est australien au départ. Et c'est assez brut de décoffrage. C'est très poussiéreux. Mais c'est vachement prenant. Alors, je sais pas à quel point c'est réaliste aujourd'hui. C'est une histoire qui se passe à l'heure actuelle, on va dire. Je sais pas à quel point c'est réaliste. J'espère pas que c'est aussi réaliste que ça parce que c'est très effrayant. J'irai pas vivre là-bas, enfin pas dans les territoires perdus d'Australie là, parce que waouh, c'est c'est quelque chose. Hein. Franchement, c'est une sorte de western moderne et avec les chapeaux australiens. Donc voilà, ça change de la comédie romantique que j'ai vue qui se passe en Australie. C'est pas pareil, hein. Mais là c'est costaud. Hein. Donc je peux que conseiller Territory avec Anna Torv qui joue merveilleusement bien dedans. Voilà, bon là, elle a quand même du, du bagage, hein, elle a du bagage au niveau de en tant qu'actrice. Hein. Et ça lui va tellement bien, quoi. Ça respire vraiment l'authenticité parce que elle a une tête australienne peut-être. Je sais pas si on peut dire que, en tout cas, ça lui convient parfaitement. Le rôle, franchement, ouais, j'adore. J'adore. Ces 6 épisodes de 1 heure, ces 6 heures extraordinaires. Ça annonce plus ou moins une suite. C'est pas sûr qu'il fasse une suite, mais exceptionnel. Franchement, je l'ai regardé, je l'ai dévoré en une journée. J'ai regardé les 6 heures, ouais, en une journée, je crois, ou en 2 jours, tout au plus. Donc voilà, niveau des films, bah, je sais pas. Je, je pense pas que j'ai regardé grand chose. Amazon, maintenant ils mettent plein de pubs. J'ai voulu revoir la série X-Files parce que Amazon Prime a remis la série X-Files. Je me suis tapé le premier épisode. Je me suis tapé mes 4 à 5 pubs. J'ai jamais vu ça quoi. À l'époque sur M6 quand j'ai découvert tous les X-Files sur M6. Il y avait quoi? Il y avait une petite pub au milieu quoi. Je veux dire, maintenant, ils nous habituent à 2 pubs pour un épisode de 40 minutes ou pour un feuilleton, peut-être presque 3 pubs, certains. Là, Amazon m'a balancé 4 à 5 pubs de parfois 1 minute et tout ça. Non, non, je suis désolé, mais là ça casse trop le rythme, c'était insupportable. Donc finalement, je me suis arrêté au premier épisode. De toute façon, j'ai déjà vu. Voilà, j'ai pas besoin de. Mais voilà, même quand ils ont repassé les X-Files sur je ne sais plus quelle chaîne d'ailleurs, il n'y avait pas autant de pubs. Alors Amazon là ils ont craqué. Alors c'est le temps qui se règle hein, parce que je pense que je sais pas, franchement ils déconnent. Je pense ils vont changer ça parce que les gens ils vont plus regarder, ça va être comme moi. Hein. C'est voilà. Donc sur Prime, moi j'ai vu aussi. Je vais faire les top 10 après. Sur Prime, j'ai vu quand même Suzume avant X-Files. Suzume où j'ai pas eu trop de pubs, mais j'en ai eu quand même. Ah, attends, Suzume. Je parle surtout des films qui m'ont marqué. Alors, Suzume, c'est le dernier film de. Je vous dis ça tout de suite. De Makoto Shinkai, celui-là qui a fait Your Name, qui est un chef-d'œuvre. Your Name est un chef-d'œuvre pur et dur. Et Suzume, bah, on retrouve un dessin animé japonais, vraiment, c'est un peu le nouveau Ghibli, le nouveau Miyazaki. Makoto Shinkai, c'est le nouveau Miyazaki, quoi. Mais il propose des trucs quand même plus modernes que Miyazaki, qui lui est beaucoup sur quand même les légendes, on va dire, japonaises, surtout, bon, voilà. On est dans la culture japonaise un peu plus ancienne avec pas Haruki Murakami. Je confonds toujours
toujours Murakami dans la Miyazaki, donc Hayao Miyazaki. On est plus dans la culture japonaise, un peu plus ancienne. Avec Suzume, on est quand même dans quelque chose d'un peu plus récent, je trouve. Et c'est pas mal. C'est pas mal, mais c'est pas Your Name. À chaque fois, tu vois, Your Name, je pense qu'il a mis le curseur tellement haut que... bon. Mais voilà, ça... voilà. Ah, c'est vrai que j'ai mis la stéréo, là. La stéréo, alors je vais pas parler des trucs vraiment pas intéressants. Ça n'a aucun intérêt. Et voilà pour Prime. Pour Prime. Donc je vais aller voir le top 10. Le top 10, 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 le top 10. Alors top 10 des films aujourd'hui en France. Veuillez nous... Alors en première position nous avons Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée, un film français avec Artus, Elsa Silberstein et Benjamin Tranier. Un contrôleur de train se retrouve évalué au cours d'un voyage qui déraille complètement, avec des passagers et des rebondissements tous plus dingues les uns que les autres. D'accord, donc c'est français, hein, donc déjà ça fait super envie déjà, pour moi en tout cas. Et je suis pas forcément fan de ces acteurs. Voilà, pour ceux qui ont envie de regarder ça. Après, en deuxième position, nous avons un feuilleton Noël, le rendez-vous de Noël 2024, donc c'est un truc récent. Prête à tout afin de renouer avec l'homme de ses rêves, Leila traverse New York à la recherche d'un billet pour un concert à guichet fermé des Pentatonix un soir de Noël. Des Pentatonix. C'est quoi les Pentatonix? Ah, pour un concert à guichet fermé des Pentatonix, ok. Si je comprends pas ce que je lis, hein, on me l'a souvent dit ça. On me l'a souvent dit, tu as compris la question, moi? Non. J'essaie de répondre aux questions tellement rapidement des fois que quand des fois je regarde un jeu télévisé là comme à midi là sur la une là, des fois je réponds rapidement puis après ah bah non j'avais mal lu la question quoi. Je lis la question peut-être un mot sur deux pour répondre le plus rapidement possible. J'ai tendance à lire, à prendre 2-3 mots et à répondre à la question. Et je lis pas la question en entier quoi. C'est incroyable hein. Peu importe. Donc le rendez-vous de Noël, bah, ça a l'air pas intéressant. Je sais pas, à voir. Alors, en troisième position, on a Fall. Alors Fall, deux amis coincés à plus de 600 mètres du sol luttent pour survivre dans des conditions extrêmes après avoir escaladé une ancienne tour de télécommunication en plein désert. Donc c'est une sorte de huis clos sur une tour. C'est un huis clos sur une tour. Ils vont pas faire 1h47 minutes. 1h47 minutes sur une tour. Sur une échelle. Parce elles sont sur une échelle. Attends. Elles sont coincées sur une échelle. Ils ont fait un film d'1h47 sur une échelle. Ils se foutent la gueule du monde quoi. Attends, genre huis clos, foutage de gueule. Ah bah ça a pas dû coûter cher. J'espère que ça a pas coûté 10 millions de dollars. Et encore 10 millions de dollars, c'est pas cher pour un film. Et c'est bien, ils nous mettent un petit extrait, t'as l'impression de tout voir déjà. Curieusement, j'ai bien envie de voir ce que ça peut donner. Bon, allez, vas-y. Quatrième position. Tout lâché, point d'interrogation. Une mère désabusée fait un dernier... Je recommence. Une mère désabusée fait un dernier effort pour rassembler sa famille en proposant un voyage pour assister à la compétition de pole dance de sa fille adolescente. Et les virgules, les gars, c'est fait pour les chiens, là. J'essaie de la faire en respirant une seule respiration. Une mère désabusée fait un dernier effort pour rassembler sa famille en proposant un voyage pour assister à la compétition de pole dance de sa fille adolescente.
c'est avec des acteurs que je ne connais pas. C'est français ça? Non, c'est pas français. Non, c'est pas français ça. Ok, bah c'est vachement intéressant. Ah, ça je l'ai vu. Time Cut. Ah oui, parce que c'était un voyage. Tout ce qui est voyage dans le temps, moi je regarde tout ce qui est voyage dans le temps. Tous les films de voyage dans le temps. Dès que je tombe sur un, je regarde. Comme les films aussi de démons. Enfin, pas de trucs monstrueux, bizarres. Non, toutes les possessions. Tous les films de possession ou les voyages dans le temps. C'est vraiment des trucs que j'ai besoin de regarder. J'ai vu Le Rituel là il y a pas longtemps. J'ai vu 2-3 films de possession. Un avec Anthony Hopkins là, je crois. Vraiment pas mal. J'en ai vu un autre qui est. Un autre, c'est Devil Inside, je crois. Qui est basé sur une histoire réelle. Incroyable. Incroyable. Tous les films de possession, il faut que je les vois. Et je crois en ça. Oui, je crois en la possession. C'est rare, heureusement, mais j'y crois vraiment en ça. C'est pas du fantastique, c'est quelque chose qui logiquement existe. Voilà. Il y a même, voilà, il y a même des, je sais pas comment on dit. Enfin bref, ça existe. Après, c'est quelque chose d'assez tabou. On veut pas trop y croire. Et ce qui est ironique, c'est qu'à un moment donné, dans tous ces films-là, d'ailleurs, tu le vois dans plusieurs films de possession, c'est attention, moins tu crois au diable en fait, plus tu as des chances de te faire posséder par lui. Et il le souligne énormément dans chaque film de possession. Donc c'est peut-être pour ça que moi j'y crois. Et à la fois, j'ai besoin de voir ça. J'ai besoin de voir ça. Alors, j'ai vu un autre film de possession qui était ridicule. Je sais plus lequel, c'était exagéré. Parce qu'on rentre dans le côté possession et on finit dans un truc genre film fantastique avec plein d'effets spéciaux, de machins bizarres. Non, là je pense qu'on tombe dans l'absurdité. Non, moi c'est vraiment le film de possession où t'as pas des gros effets spéciaux quoi. T'as pas un démon qui ressort et il t'attaque. Non, c'est vraiment des films de possession et crédibles et basés sur des faits réels ou pas, mais quelque chose de crédible. Là, Time Cut en 5ème position, c'est un film de voyage dans le temps. Alors moi, les films de voyage dans le temps, j'adore ça. J'en ai gardé un qui était assez rare et que je trouvais pas mal. Un truc d'adolescent, alors je sais plus comment ça s'appelle. Mais et là, c'est Time Cut. Donc là, je l'ai regardé tout de suite. J'ai vu qu'il y avait ça, je l'ai regardé. Alors je vous lis le Psygnosis. Sans le vouloir, une ado de 2024 remonte le temps jusqu'en 2003, quelques jours avant le meurtre de sa sœur par un tueur masqué. Peut-elle changer le passé sans détruire l'avenir? Point d'interrogation. Donc, comment dire? Bah, j'aime bien parce que c'est un film de voyage dans le temps. Mais voilà, franchement, c'est quand même dans le genre crédibilité parce que oui, c'est vrai que moi je cherche une crédibilité. C'est comme un peu la possession quand je dis dès que tu vois un démon qui sort machin, une sorte de monstre réel. Bon voilà, on sort du côté réaliste. Franchement, là Time Cut c'est pareil. Quand c'est pas crédible, ça me dérange un peu. Quand la boucle temporelle est foireuse, c'est chiant. C'est pas crédible. Une boucle temporelle parfaite, on a Terminator le tout premier. Le tout premier Terminator, la boucle temporelle, elle est juste somptueusement parfaite. C'est un film, moi, que j'ai découvert quand j'étais très jeune. Je sais plus quel âge j'avais. Et j'avais très peur. Ce film-là, c'était avant le 2. Le 2, qui est un film d'action, hein, on va dire. Faut pas se leurrer, c'est un bon film d'action que j'ai découvert adolescent. Donc évidemment, adolescent, j'aimais bien les films d'action comme ça. C'était assez péchu, Terminator 2. Mais le 1, quand on découvrait le 1, c'était quelque chose qui me faisait assez peur. Déjà, j'étais trop jeune sûrement pour le voir. Et mon père, il m'autorisait à voir tous les Schwarzenegger, un truc comme ça, sauf Predator. Parce que Predator, pour lui, le monstre machin, c'était extraterrestre. Et puis il y a des scènes, c'est vrai, un peu dégueulasses dans Predator. Il voulait pas que. Voilà. Mais Terminator, je pouvais le voir. Et Terminator, je le voyais avec mes yeux d'enfant, réellement. Et j'avais peur du Terminator. Il faisait peur, le Terminator, c'était incroyable. Pour moi, c'était un film fantastique, qui était impressionnant, mais j'adorais. C'était génialissime. Et avec le recul et tout ça, je peux le dire, la boucle temporelle du premier Terminator est parfaite.
Celle du 2, et bah beaucoup moins en fait. Le fait d'en faire un deuxième, ça, ça gâche un peu le truc, je trouve. Ce qui est dommage. Mais ça reste un bon film. Et celle des suivants, Terminator Genesis ou toutes les autres machins, ça c'est ridicule. Et on est moins dans un film de voyage dans le temps, je trouve. Voilà. Terminator, c'est pas vraiment un film de voyage dans le temps. Concrètement, je le mets pas dedans. Mais la boucle temporelle est parfaite. Mais je le mets pas dans ce genre de film non plus. Voilà. La time cut, c'est-à-dire c'est voyage dans le temps, c'est quelqu'un qui va en arrière et qui va en avant dans le temps et tout ça, qui voyage dans le temps. Bon, voici Terminator aussi voyage dans le temps, mais bon. Si, ça reste des films de voyage dans le temps. J'essaie de peut-être de sortir. Ils ont sorti tellement de trucs nazes avec Terminator derrière. C'est déjà le 2. Le 2 c'est un bon film d'action. Allez, c'est James Cameron, c'est un bon film d'action. Ok, la musique des Guns N' Roses dedans, You Could Be Mine, You Could Be Mine, You Could Be Mine. Évidemment, c'est rock'n'roll, c'est machin, génial. Mais, voilà, je pense que le 1, je le mets dans les films de voyage dans le temps. Tous les autres Terminator, je les éjecte, clairement. Voilà. Ça, time cut. La boucle temporelle est dégueulasse. Je le dis, elle est dégueulasse. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Voilà. Mais c'est plaisant à regarder quand même. Voilà. C'est plaisant à regarder quand même, mais c'est tellement pas crédible, quoi. C'est tellement pas crédible, quoi. Comment quelqu'un pour dire à quel point, je vais reprendre un autre film que beaucoup connaissent, c'est Retour vers le futur. Retour vers le futur. Le premier, le deuxième et le troisième aussi. Retour vers le futur. Heureusement qu'ils n'ont pas fait de remake, mais je pense que oui, c'est Robert Zemeckis qui a réalisé et qui doit posséder les droits, qui doit dire stop, pas de remake, pas de remake. Et heureusement qu'ils font pas de remake de Retour vers le futur parce que c'est pareil, les Retours vers le futur, les boucles temporelles sont respectées et parfaites. Quant à Marty McFly dans le premier, qui à un moment donné intervient sur son père qui fait le voyeur et tout ça, c'est lui qui se retrouve finalement être chouchouté par cette femme qui est sa mère en fait. Au lieu de chouchouter son père, au lieu de chouchouter son père à l'origine, c'est lui qui se retrouve chouchouté par sa mère quand elle était jeune. Et en fait, quand il est en train de mourir, il est en train de disparaître, parce que sa mère finalement tombe amoureux de lui et se désintéresse de l'autre. Donc finalement, Marty McFly, tout ce qu'il va faire, c'est de faire en sorte que son père passe à l'action pour sortir avec sa mère quand il était jeune, parce qu'il a tout foutu en l'air, ce con. Et oui, c'est parfait. Mais oui, si tu changes le passé, de la rencontre de tes parents, par exemple, si tu changes le moindre petite chose et que tes parents finalement ne se rencontrent pas ou ne sortent pas ensemble, et bah tu meurs, tu disparais, tu n'existes pas. Tu n'existes pas. Et là, dans Time Cut, je peux t'assurer une chose sans raconter le truc. C'est pas crédible. 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 C'est ça une boucle temporelle parfaite. Et Terminator 1 et les Retours vers le futur, c'est à la fois des chefs-d'œuvre parce que c'est des très bons films dans leur genre, et à la fois parce que la boucle temporelle est parfaite. Voilà. Et il n'y en a pas beaucoup des comme ça. Voilà. Et l'autre film, Projet Almanac, c'est ça. Je crois que c'est Projet Almanac. Attends, je vais voir vite fait. Je l'ai gardé parce que c'est tellement rare ce film-là. Je suis même pas sûr qu'il existe en DVD. Enfin. C'est un film vraiment pas mal. Il est passé sur Paramount Channel 2 fois. Je l'ai vu une fois, après j'ai attendu qu'il leur passe. Il leur passait une fois et plus jamais. C'est Projet Almanac. Mais j'en avais déjà parlé dans une des vidéos. Projet Almanac, c'est pas mal. Là je me le garde, je me le remettrai celui-là. Après il y a plein de films comme ça, voyage dans le temps. Il y a aussi des feuilletons de Noël comme ça aussi. Des petits feuilletons de Noël, un peu voyage dans le temps et tout. Donc voilà, attends,
J'étais sur Netflix, donc c'était le top 5. En top 5, c'était Time Gun. Vous pouvez le regarder, vous pouvez l'apprécier, mais voilà. Je pense que quand vous serez à la fin, vous direz foutage de gueule, foutage de gueule, foutage de goulette, foutage de goulette, 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 goule, 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 goulette, goule, goulette, goule, goulette, goule, goulette, foutage de goule, foutage de goule. Et pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire goule, ça veut dire gueule. En version polie normande, foutage de goule. Arrête de te foutre de ma goule. Arrête de te foutre de ma goule, me disait souvent ma mère. Arrête de te foutre de ma goule. Donc en 6ème position, on a les loups-garous. On a Loup-garou. Loup-garou, un film français avec Jean Reno, Dubosc et tout ça apparemment. Quand un vieux jeu de société prend vie, une famille remonte le temps et atterrit dans un village médiéval où il lui faudra démasquer des loups-garous pour pouvoir revenir à son époque. Alors je sais pas ce que ça vaut, mais c'est vrai que pourquoi pas. Ça peut être intéressant à regarder. C'est vraiment parce qu'il y a Jean Reno, quoique un Jean Reno vieillissant quand même. Jean Reno vieillissant, il me fait penser à mon frère, qui a quand même pris de l'embonpoint, faut le dire. Jean Reno et mon frère. Et il me fait penser à mon frère, parce que mon frère aujourd'hui il a des lunettes, il a pris de l'embonpoint, il a grisé un petit peu, enfin il a grisonné, je sais pas si ça se dit grisonné. Donc voilà, à voir, je suis pas ouf à l'idée de le regarder, mais pourquoi pas. En 7ème position, on a Alita Battle Angel de 2019. Alors ça, j'adore ce film-là. C'est un film qui a été supervisé par James Cameron et qui a été réalisé par Robert Rodriguez, si je dis pas de bêtises, et je ne dis pas de bêtises. Un film fantastique, génialissime. Alors je connaissais pas le dessin animé personnellement, mais j'ai adoré Alita Battle Angel. J'ai même envie de me le revoir encore. Et j'espère qu'il y aura vraiment une suite. Et apparemment, James Cameron a poussé derrière pour faire une suite. Parce que le premier épisode n'a pas rencontré le succès immédiat, en tout cas à sa sortie en salle. Mais il commence à avoir un vrai succès d'estime. Tu sais, je vais te dire une chose, la plupart des grands films fantastiques et de science-fiction, ils n'ont pas rencontré un gros succès, à part peut-être certains, mais tu vois, Blade Runner, ça a été un échec totalement en salle. Mais surtout qu'il avait trafiqué parce qu'ils avaient rajouté une voix off et tout ça. Malgré tout, c'est un film qui est aujourd'hui un vrai chef-d'œuvre de la science-fiction. On a The Thing de John Carpenter, avec Kurt Russell, qui pareil n'a pas rencontré un énorme succès. De toute façon, c'était à l'époque où il y avait E.T., l'extraterrestre de Spielberg, la même année. Donc entre E.T., le gentil extraterrestre, et The Thing, un film d'horreur qui devait être très impressionnant parce que les effets spéciaux, c'était franchement, c'est encore aujourd'hui très impressionnant. C'était pas des effets spéciaux numériques, hein. Et The Thing aujourd'hui, c'est un monument, enfin c'est un chef-d'œuvre du film fantastique, horreur fantastique. Un des plus grands films de John Carpenter, si ce n'est le plus grand film de John Carpenter. Moi j'adore New York 97, je suis un grand fan de New York 97, avec Snake Plissken et Kurt Russell, Kurt Russell, qui a joué dans The Thing et New York 97. Escape from New York, ouais, c'est le chef-d'œuvre, je pense, de John Carpenter. Il a fait des très bons films, John Carpenter. New York 97, il a fait Vampire aussi. Ah, Vampire, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, Vampire, franchement. Mais qu'est-ce que j'aimais bien Vampire, alors ça a peut-être mal vieilli. Je me rappelle avoir découvert en DVD, peut-être, alors je sais pas si c'était les débuts du DVD, c'était vers les débuts plus que vers la fin en tout cas. Donc, Vampire, New York 97, il y avait le Prince des Ténèbres avec Alice Cooper qui fait une apparition. Mais je suis pas ouf sur le Prince des Ténèbres. Fog, pas ouf non plus. Halloween, j'ai jamais été fan d'Halloween. Donc ouais, je pense que le grand chef-d'œuvre, les deux grands chefs-d'œuvre de John Carpenter, je dirais, c'est The Thing, la chose, et New York 97. Donc en 8ème position, on a Qui c'est les plus forts, encore un film français. Qui c'est les plus forts lorsqu'une jeune femme perd son emploi dans une usine locale, elle explore
conventionnelle pour joindre les deux bouts et conserver la garde de sa petite sœur. Petite sœur. Petite sœur. J'ai pas d'inspiré, ça m'intéresse, mais pas du tout. J'ai pas lu le Psygnosis de Alita Battle Angel, donc je relis le Psygnosis de Battle Angel. Une cyborg s'éveille sans aucun souvenir de son passé. Pour retrouver son identité et son histoire, elle va devoir affronter les dangers d'un monde post-apocalyptique. Voilà. Donc ça c'était Alita Battle Angel en 7ème position. En 8ème, c'est qui les plus forts Qui c'est les plus forts, pardon. Ok, et en 9ème position, on a Last Day of Summer. Lorsqu'un détenu évadé se réfugie chez une femme et son fils, des liens inattendus se créent entre eux et pansent les blessures du passé. Pourquoi pas, c'est avec deux acteurs que j'aime beaucoup quand même, Kate Winslet et Josh Brolin. Josh Brolin que j'ai vu dans... Alors, si, j'ai vu un film là. C'est No Country for All Men. Ouais, c'est ça, No Country for All Men. Et en fait, c'est un film récompensé aux Oscars, je crois. Et c'est un bon film. Impressionnant. Mais en fait, j'ai été déçu quand même. Alors je vais pas en parler. C'est un film bizarre. C'est un film bizarre où j'ai été déçu parce que je trouve que, je sais pas, les réactions du gars qui tombe sur une énorme somme d'argent, tu vois. Et j'aurais pas réagi comme ça, quoi. Tu vois, j'aurais pas réagi comme ça. J'aurais pris l'argent, j'aurais regardé chaque billet, chaque machin, j'aurais changé de sac, je me serais barré avec ma nana, tu vois, le plus loin possible, j'aurais disparu, j'aurais changé de nom. Mais j'aurais pas fait ce que lui a décidé de faire, tu vois. Et qui a fait que derrière... Donc, ouais. Ouais, No Country for All Men, ouais, ça doit être ça, le titre. Et puis, je sais pas, à la fin, je pensais qu'à la fin, il allait quand même avoir quelque chose, mais en fait... mais c'est un film à voir quand même, c'est un film qui marque. No Country for All Men, un film qui marque. Et c'est avec cet acteur-là, Josh Brolin. En 10ème position, il s'accroche, hein, ce petit Mario Bros, Super Mario Bros, le film. Il s'accroche, Mario Bros. Bon voilà, ça fait... j'en ai déjà parlé plusieurs fois parce que ça fait peut-être plusieurs mois qu'il est là. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on a là? Film d'action, d'aventure récent. On n'a pas grand chose le jour d'après, ça c'est connu, reconnu. Ah, il y a aussi le top 10 des séries. Attends, je vais aller voir le top 10 des séries. Radema et demi que j'adore. Top 10 des séries, 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 voilà. Alors on a La Cage en première position. Rêvant de passer pro, un jeune combattant peine à se faire remarquer quand un combat inattendu lui offre la chance de sa vie et un adversaire de taille dans la cage. Oh, c'est un truc français ça, avec Gaston Bide là. Ouais, c'est Gaston Bide le gars. Franck Gaston Bide. De Franck Gaston Bide. Ça a l'air super pas bien. Ah, moi, j'ai quand même beaucoup de mal. À part les vieux films français, c'est vrai que bon. Arcane League of Legends en deuxième position, donc c'est un dessin animé en vraiment numérique, cel shading, tu vois. Championnes de leur ville jumelle et rivales, deux sœurs se battent dans une guerre où font rage des technologies magiques et des perspectives diamétralement opposées. Diamétralement opposées. Ouais, j'aime pas, c'est pas très beau comme genre de dessin animé. En troisième position, on a Outer Banks. Sur une île de Caroline du Nord où un fossé sépare riches et pauvres, John B et ses fidèles amis partent à la recherche d'un trésor perdu et trouvent mystère et aventure. Je sais pas. Je sais pas,
aventure en Caroline du Nord. Je vois pas comment il peut y avoir une aventure en Caroline du Nord. Ah, sur une île de Caroline du Nord, d'accord. Ou un fossé séparé chez pauvres. À voir. Il y a 4 saisons quand même. Outer Banks. Pourquoi pas. Dites-moi ça en commentaire si vous avez vu Outer Banks et que si c'est bien, dites-le moi. Si vraiment ça vaut le coup que je perde mon temps à regarder ça. Voilà. Alors, en quatrième position, on a les meurtres zen. Quand un avocat de la mafia suit un cours de pleine conscience pour mieux équilibrer travail et vie privée, il découvre de nouvelles stratégies d'adaptation étonnantes, dont le meurtre. La pleine conscience, c'est ce que moi je suis en train de... Je suis aussi dans la pleine conscience. Il découvre de nouvelles stratégies d'adaptation étonnantes, dont le meurtre. C'est incroyable, ça se trouve bientôt je vais commettre des meurtres. Il y a 8 épisodes. Bah tu vois ça, les meurtres zen. Les meurtres zen. Ça j'ai envie de le voir parce que je suis curieux de voir comment ils ont... de quoi on parle exactement. Ça on parle pas de la même chose. Hein. Mais la pleine conscience, c'est ça, pleine conscience, l'instant présent, c'est vraiment c'est dans les mœurs, hein, tu le vois partout, hein, dans le sport et tout ça, la pratique de la pleine conscience, l'instant présent. Beaucoup de sportifs pratiquent ça aujourd'hui, hein, apparemment ça se répand. Mais voilà, à voir, à voir, à voir, à voir, à voir, à voir, à voir. Les meurtres zen. Là ils mettent un extrait, ça fait pas du tout envie, hein, franchement. Ça va m'énerver. Je sens que ça va m'énerver. C'est comment dériver on va dire, un principe de développement personnel et en faire et tourner ça en ridicule, tu vois. En cinquième position, on a la diplomate. Pendant une crise internationale, une diplomate américaine jongle entre son nouveau poste d'ambassadrice au Royaume-Uni et son mariage tumultueux avec une star de la politique. Ah, c'est avec... comment s'appelle elle? Kerry Roussel et Rufus Sewell. Ça, c'est des vieux noms, ça. C'est des vieux noms des années 90. Kerry Roussel, c'est celle qui joue dans le clip de Bon Jovi, Always. Elle était super jolie, ça, à l'époque. Waouh, incroyable, Kerry Roussel. Elle a fait une série aussi. Et elle a joué des seconds rôles dans des films, tu sais, je sais plus comment on appelle ça, les films d'horreur à la Scream, tu sais, Scream, Urban Legend, des trucs comme ça. Elle a joué dans un film comme ça. Ah, je sais plus comment on appelle ça, ces films-là. Les films genre Scream. Des films de... Ah, je sais plus. Ça a un nom. Ça a un nom, ces films-là. Ces films d'horreur avec des tueurs en série. Ouais, des tueurs qui pourchassent les gens, là. Bah, c'est pas grave, je mettrai le nom si je m'en souviens. Donc Kerry Roussel, c'était une de ces actrices-là, vraiment pas connue, mais elle avait un nom connu. C'était une sorte de sex symbole, on va dire, peut-être dans les années 90, ouais, avec des clips de Bon Jovi, des trucs comme ça, comme l'autre qui a joué dans les clips de Aerosmith, tu vois. C'était des sex symboles comme ça qui étaient très connus pour ça, surtout beaucoup plus pour des clips vidéo que pour vraiment leur rôle d'acteur dans des séries, des machins ou des petits films, des petits nanars, tu vois. Rufus Sewell, lui, il a fait plus de films. Moi, je me rappelle surtout de lui dans le film Chevalier. Chevalier, c'était un truc rock'n'roll, mélange rock'n'roll et, Moyen-Âge. Moyen-Âge et rock'n'roll en Angleterre, tu vois. Avec l'acteur qui est décédé, qui jouait le Joker dans Batman The Dark Knight, et qui est décédé avant la fin, avant de se voir jouer dans ce film au cinéma. C'est un super acteur. Et je vais pas m'en souvenir. Alexa, qui
Qui est l'acteur qui a joué dans Chevalier? Le casting de Chevalier inclut Heath Ledger, Rufus Sewell, Shalini Sossamon, Paul Bettany, Laura Fraser, Mark Addy et Alan Tudyk. Heath Ledger. Voilà, le nom de cet acteur, c'est Heath Ledger. Et avec Russell, voilà. Et c'est vrai que ça Chevalier, c'était un film sympathique. Avec Heath Ledger, un acteur qui a joué dans The Patriot, Chevalier et The Dark Knight Rise. Batman Dark Knight, là, où il jouait le Joker. Pour moi, je pense le meilleur Joker, même si j'aimais beaucoup Jack Nicholson dans le premier Batman que j'ai vu au cinéma quand j'étais jeune. J'avais déjà raconté ça, je pense, dans une vidéo. Ok. Next. Et en 6ème position, on a Compte à rebours, Paul vs Tyson, une série documentaire. Ok, ça m'intéresse pas. En 7ème position, on a Opération Braco Central. Espagne 1980. Quand un commando armé braque une banque et retient des centaines d'otages, une journaliste veut découvrir le véritable motif de l'attaque avant les autorités. Ok. En 8ème position, on a Lydia fait sa loi. Dans ce drame historique captivant, Lydia Poète enquête sur des meurtres et lutte pour exercer le droit, inspiré de l'histoire vraie de la première femme avocate d'Italie. D'accord, ok. Pourquoi pas. En 9ème position, on a Tyler Perry's Beauty in Black. Le destin d'une stripteaseuse bascule lorsqu'elle croise le chemin d'une famille dysfonctionnelle qui dirige un véritable empire cosmétique tout en mouillant dans un trafic tordu. C'est qui cette actrice là? Taylor Poydor Williams, ça me dit quelque chose. Il y a une actrice qui me dit quelque chose, mais ça. Là, il me montre un clip et je vois pas vraiment bien. Bon, ça a pas l'air intéressant quand même. En 10ème position, c'est un dessin animé, apparemment. Dessin animé numérique, un peu. Graphiquement, c'est un peu moche quand même. Tu vois, là, quand je vois Ranma Me, quand je vois ça, même la version remake de Ranma Me, ça. Dan, dadan, dan, dadan. Entre menaces paranormales, nouveaux super pouvoirs et histoires d'amour naissantes, deux lycéens se mettent au défi de prouver l'existence des fantômes ou des extraterrestres. Moi, j'aime pas ce genre de dessin animé, je trouve ça moche. Alors sur Prime Video, Prime, 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 Prime. Sur Prime Video. Alors oui, avant que. Donc oui, j'ai une FAQ là. Bientôt j'aurai une FAQ, donc là s'il y en a qui sont intéressés, alors je devrais mettre ça en début de vidéo d'ailleurs. Alors je vais peut-être mettre ça en début de vidéo. Donc là j'ai prévu une FAQ. Donc s'il y en a qui veulent me poser des questions, donner leur avis sur la chaîne de façon constructive évidemment. S'il y en a qui veulent avoir des souhaits, machin, tout ça, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Moi je mettrai votre commentaire là avec vos petits noms, vos petits machins, tout ça. Vos petits pseudos. Et je répondrai à vos questions. Et puis voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est que dedans, on m'a demandé de regarder un film, et c'est vrai que ce film-là, je l'ai vu, c'était Les Nouilles, je sais plus quoi d'ailleurs, je me rappelle plus du titre. Donc j'ai vu le film, et pour les séries, les séries c'est compliqué par contre. Impossible de voir les séries, donc il y a deux séries qu'on va. C'était pas la première fois que l'un d'entre vous m'avait proposé ces deux séries. Je me rappelle que c'était pas la première fois parce que j'avais déjà cherché à essayer de les voir. Impossible à voir tout ça. Et pourtant, j'ai pu voir le fameux film coréen, les nouilles aux haricots noirs. Je sais plus le titre, dis donc. Déjà, je me souviens plus du titre. Mais bon, je l'ai vu, de toute façon, je l'ai vu en version originale, sous-titrée. Et je donnerai mon avis. Donc là, j'aurais pu donner mon avis là. Parce que voilà, c'est aussi pas la première fois qu'on m'avait proposé de regarder ce film-là pour que je donne mon avis. Et si vous avez des films à proposer, alors pas 30 000 choses non plus, et proposez-moi des choses que je peux regarder.
Parce que des séries qui sont introuvables nulle part, sauf à m'abonner sur des plateformes que je n'ai pas. Netflix, Prime, je les ai. Si je peux éventuellement essayer de les télécharger quelque part, mais même ça, j'ai pas réussi à télécharger. Autant le film coréen, j'ai pu le télécharger en haute définition, en version originale sous-titrée, tu vois. Un film, je pense, assez rare quand même, qui passe sur les plateformes numériques, tu vois. Autant les deux séries en question, dont les noms m'échappent là, évidemment, je peux pas les voir, je peux pas les regarder, impossible. Donc voilà, donc vous, si vous avez, vous pouvez laisser un commentaire en me suggérant des films et tout ça. Alors évidemment, est-ce que ça fera partie de la FAQ? Peut-être pas. Peut-être pas, ça sera peut-être dans le prochain bavardage sur canapé, sur canap. Si j'ai le temps, si j'y ai pensé, mais je pense que j'y penserai. J'y penserai vraiment si je peux les voir ou pas. Et à voir. À voir si vous avez vraiment quelque chose à me suggérer, pourquoi pas. Mais il faut que ça soit quelque chose d'accessible, hein, parce que si je peux pas les voir, comme je dis, les deux séries, impossible. C'est pas la première fois. Donc voilà, donc alors nous voici sur Prime. Alors le top 10, je vais faire le top 10. Alors top 10 en France, donc le top 10 regroupe évidemment les séries et les films. Alors on a Apocalypse Z, le début de la fin. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Quand un virus rend les humains agressifs se répand. Quand un virus rendant les humains agressifs se répand, Manel se terre chez lui avec son chat et fait preuve d'ingéniosité pour survivre. Très vite, ils doivent partir à la recherche de nourriture et d'un nouveau refuge sur Terre. Apocalypse Z, le début de la fin. Numéro 1 en France. C'est que, bon voilà quoi les amis, je sais pas là, je sais pas, il n'y a pas d'annonce. D'habitude je me harcèle avec des bandes annonces, tu vois, Barbac, en numéro 2 on a Barbac. Là j'ai une bande annonce. Comédie horreur, génial. Comédie horreur, j'ai bien un truc dont je déteste. C'est le mélange de comédie horreur. Je trouve ça insupportable. Vincent et Sophie sont bouchés. Leur commerce, tout comme leur couple, est en crise. Mais leur vie va basculer le jour où Vincent tue accidentellement un vegan militant qui a saccagé leur boutique. Pour se débarrasser du corps. Ok, je veux même pas savoir. Je vais pas lire la suite. Je vais pas cliquer pour lire la suite parce que ça va me dégoûter. Je sens que ça va me dégoûter. Je préfère pas lire la suite. Je vais pas cliquer pour lire la suite. Je sens que ça va m'énerver. En troisième position, on a Les Chevaliers du Zodiaque en film action. Les Chevaliers du Zodiaque est la première adaptation cinéma en prise de vue réelle du célèbre manga éponyme. Seiya, un adolescent au caractère bien trempé, a l'habitude de participer à des combats pour gagner de quoi vivre sa vie. Je vais cliquer là par contre. De quoi survivre dans la rue tout en recherchant sa sœur qui a été enlevée. Durant un combat, il puise involontairement dans des pouvoirs mystiques insoupçonnés et se retrouve 3 petits points. Donc là, même là, ils finissent pas, ils font appuyer, ils finissent pas. Par contre, dis donc, il est noté 4.4. Je crois que c'est un nanar. C'est avec des acteurs américains quand même. Et un acteur japonais peut-être pour le héros principal. J'ai quand même envie de voir ça, mais je sens le nanar absolu quand même. En quatrième position, on a Citadel Honey Bunny. Waouh, ils nous mettent que des chefs-d'œuvre là sur Prime, hein, apparemment. À mon avis, il va falloir quand même qu'ils changent le truc. Hein. Saison 1, alors c'est une série. La série indienne tirée de l'univers de Citadel. J'ai vu Citadel, la série Citadel, c'était pas terrible. Produite par les frères Russo et réalisée par Ray et Dika, d'accord. Le cascadeur Bunny recrute Honey, une actrice en difficulté, et se retrouve propulsé dans une monde d'action déjà. C'est pas moi, non, c'est pas moi qui dis mal. Là. Il se retrouve propulsé dans une monde d'action. Non, dans un monde d'action. Il y a un E en trop. Il y a un E en trop. Bon, des fois, ça m'arrive de faire des fautes. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est tellement pourri qu'ils abandonnent le truc comme ça et mettent une description à la con. Et ils font des fautes, des coquilles, on va dire. Bon,
Ouais, peu importe, c'est nul. En cinquième position, les Anneaux de pouvoir, saison 2, sont de retour pour... je sais pas pourquoi je lis ça. Voilà, c'est pareil, j'ai pas pu voir plus d'un épisode, quoi. Un épisode et 5 minutes. En sixième position, on a Culte. Donc c'est sur Love Story, tu vois. Alors ça, j'ai voulu voir par curiosité. Mais c'est pareil, il m'infligeait tellement de pubs au départ, au début, et après, ils m'ont tellement infligé de pubs. Et il m'avait tellement saoulé avec X-Files que j'ai arrêté tout de suite. Franchement. Bon, peut-être que Amazon se fait... Moi maintenant, Amazon Prime, c'est avec mon abonnement free. Donc bon, voilà. Et c'est surtout pour la livraison gratuite, tout ça. Très bien. Mais maintenant, pour regarder des films, c'est juste indigeste. Ils mettent tellement de pubs n'importe comment, n'importe où. Ils te gaffent de pubs. C'est juste, j'ai jamais vu ça. Comme aux États-Unis, c'est ça. C'est un gavage de pub. Sauf que moi, je suis pas américain et j'ai pas l'habitude qu'on me gaffe de pub. Déjà, j'aime pas trop ça. Mais qu'on me gaffe de pub comme ça, faut peut-être pas déconner. Tu mets une grosse pub au début, allez, vas-y, fais-toi plaisir. Tu mets une pub au milieu, bah, et ça fait comme à la télé, pas de problème. Mais là, c'est un gavage de pub sur des épisodes de 40 minutes. Gavage de pub. X-Files, c'était peut-être 4, 5, même voire plus d'arrêts publicitaires. Non mais, je te jure, c'est imbouffable, c'est insupportable. Donc j'ai même pas voulu rentrer dans la série. Donc bah ils se démerdent avec leur série de merde, j'ai pas envie de la voir. Voilà, ils m'ont énervé. Mon père et moi en 7ème position. Encouragé par sa fiancée, Sébastien invite son père Salvo, modeste coiffeur italo-américain, à faire la connaissance de sa très riche et excentrique belle famille durant un week-end dans leur somptueuse résidence. Ce choc des... Ouais. Je vais pas cliquer pour les résultats, ça me saoule. Ils m'ont tellement saoulé Prime tout à l'heure que je sens que je vais les dégager de mon... Je vais dégager le top 10. Et Suzume, c'était très bien de le mettre. Il a jamais été dans le top 10 Suzume là. Et Suzume, c'était pas encore les pubs à fond les ballons. Franchement, c'était bien de remettre l'intégrale d'X-Files, mais si c'est pour que ça soit indigeste à regarder, non. Ouais, Shank Prime là, Shank Prime ils vont couler là. Les gens qui n'ont pas l'abonnement free, qui en ont rien à foutre, et qui avaient pris des abonnements Prime, je pense ils vont dégager Prime, hein, c'est obligé. Déjà qu'au début c'était pas trop cher, ils ont augmenté le prix, avant que je passe chez Free d'ailleurs. Ça devait être 5 euros au début, après c'est monté à 6 et quelques euros, voire 7 euros. Ouais, c'était 5,99 €. Après, c'était devenu 6,99 €, presque 7 euros. Après, Free, je les ai eu gratos. Et là, au bout d'un an, ils ont rajouté des pubs. Et si tu veux pas de pub, il faut que tu payes 2 euros supplémentaires. Donc, 2 euros d'abonnement supplémentaire, non. Non, parce que, sincèrement, sur Prime, je trouve moins mon compte aujourd'hui sur Prime que sur Netflix. Et je trouve que Netflix, depuis un an où il est censé y avoir des pubs, des fois je regarde des films récents sur Netflix, j'ai zéro pub. Zéro. Je te jure, les Ranma ennemis par exemple, j'ai zéro pub. C'est des petits épisodes de 20 minutes. Voilà. Mais je te jure, j'ai regardé des trucs récents sur Netflix depuis un an que j'ai Netflix. Netflix en 1080p, tu vois, mais avec des publicités, tu vois. J'ai eu comme ça avec l'abonnement free. Je dois bien t'avouer que jamais j'ai été emmerdé par les pubs. J'ai eu des fois des pubs qui sont comme ça, qui sont tombées une fois dans certains films, parfois 2-3 fois dans des vieux films. Enfin 2-3 fois, et encore. Mais rarement j'ai été harcelé avec des pubs sur Netflix. La série, par exemple, la série Territory, là, que j'ai vue. Je me rappelle avoir été embêté une fois avec une pub, tu vois, au beau milieu, à un moment donné d'un épisode. Mais je me rappelle pas d'avoir été harcelé par les pubs. Je me rappelle avoir pu profiter de cette magnifique série sans être emmerdé en permanence par les publicités. Tu vois, et c'est des épisodes de 1 heure. Donc j'ai peut-être eu une pub, 2 pubs sur Territory, tu vois. Sur certains films, 0 pub récent.
Et par contre sur Prime, sur X-Files, 4, 5, 6, je sais pas combien de pubs, mais c'est un truc de... Et tu deviens ma boule. Hein. Franchement, si tu deviens ma boule, je comprends que les Américains, ils deviennent parfois... faut pas accepter ça, quoi. Donc moi, je regarde pas, voilà. Je pense que ça va leur faire mal, ça va leur faire drôle quand les gens vont plus regarder leur série exclusive ou leur machin, quoi. Et pour ceux qui sont pas chez Free comme moi, avec l'abonnement Prime, et bah... franchement... je pense qu'ils vont continuer peut-être juste pour les frais de port gratuits et encore. Je pense qu'à un moment donné... Bon, bref, en 8ème position, longue distance. Un mineur d'astéroïdes qui, après avoir craché sur une planète étrangère, doit se frayer un chemin à travers un terrain hostile à court d'oxygène, chassé par d'étranges créatures jusqu'à l'unique autre survivant. Ah, d'accord. J'ai rien compris à ce que j'ai lu, mais c'est pas grave. Longue distance. Ça a pas l'air mal comme ça, mais j'ose même pas cliquer dessus pour regarder, quoi. Je te jure. Je crois que... je pense qu'ils ont peut-être réglé ça. J'espère. Qu'ils ont arrêté d'énerver les gens comme ça avec les pubs. Qu'ils mettent une bonne pub au début, allez. Ou de temps en temps, qu'ils fassent comme Netflix, quoi. Qu'ils se fassent comme Netflix, ils sont pas obligés de... parce que là, ils vont... ils vont se mettre à dos tous leurs abonnés. Hein. Prime, qu'est-ce qu'ils sont cons. Franchement, faut vraiment être con, faire n'importe quoi. Est-ce qu'ils avaient besoin de ça? Ils ont besoin de sous à ce point-là, Prime. Amazon, c'est pas des pauvres. Ils sont pas pauvres, Amazon, quoi. N'importe quoi. Faut vraiment être con. Netflix, je peux encore comprendre. Et encore. Mais Netflix, je trouve qu'ils ont vachement bien géré leur truc de publicité. Franchement, comme j'ai dit, je me suis pas senti emmerdé par Netflix, par les pubs de Netflix. Ou tellement rarement que je dis bien. Donc en 9ème, on a Florence Foresti, Boys Boys Boys, donc c'est un spectacle. Voilà, c'est Florence Foresti, si vous aimez Florence Foresti. J'aime bien moi, Florence Foresti, franchement. Bref, de la regarder un spectacle de Florence Foresti, peut-être pas quand même. Et en 10ème position, on a Libre. Inspiré de faits réels, le film explore la vie tumultueuse de Bruno Soulac, un célèbre braqueur du XXe siècle, connu pour ses vols de bijouterie sans violence. Il devient une icône du banditisme et s'échappe plusieurs fois de 3 petits points. Libre. Mais bon, c'est sur Prime, donc j'ai pas le courage de même appuyer pour regarder un film Prime. Je dis j'ai pas le courage. Je suis traumatisé, j'étais traumatisé par l'épisode d'X-Files. Ils m'ont traumatisé avec le premier épisode d'X-Files. Je sais comment c'est possible, quoi. Et là je me suis dit bah j'arrête tout de suite parce que je vais pas regarder l'intégrale d'X-Files comme ça. Un traumatisme, ils m'ont traumatisé ces cons là. Qu'est-ce qu'ils sont cons. Ouais c'est bon, ouais vous m'avez saoulé. Donc voilà. Voilà. Donc ouais je finis sur du négatif. Mais je suis aussi là pour dénoncer les choses. Hein. Dénoncer un peu le foutage de gueule de Prime Video. Peut-être qu'ils vont changer, je sais pas. Donc voilà, ouais, je finis sur une petite pointe négative. Mais bon, c'est comme ça. Je suis en train de réfléchir, j'ai pas vu des films intéressants, d'autres films intéressants, mais je ne pense pas. Il ne passe pas grand chose à la télé. À part sur Arte, des trucs comme ça, où nous passent des vieux films comme L'Arnaque et tout. Donc c'est pas inintéressant. Qu'est-ce que j'ai vu? Ah si, j'ai dû voir un truc. J'ai vu Et Dieu créa la femme avec... Et Dieu créa la femme, c'est ça, Dieu créa la femme. Je sais pas si c'est le titre. Avec Brigitte Bardot. Et Dieu créa la femme. J'ai trouvé ça sympathique à regarder. Un vieux film français. C'est sympathique à regarder. Et à la fois, c'est pas transcendant, quoi. Ah ouais, Brigitte Bardot,
Oui, c'est Brigitte Bardot. Brigitte Bardot est très jolie, magnifique et tout ça. Et Dieu créa la femme. Bon. Ce qui m'a dérangé le plus, c'est que l'acteur, un des acteurs de ce film-là, est le méchant dans L'espion qui m'aimait. Le James Bond, l'espion qui m'aimait. C'est le méchant. Et je trouvais ça dérangeant en fait, de le voir dedans. Ça m'a un peu dérangé en fait. C'est un film qu'il avait tourné avant L'espion qui m'aimait, parce qu'il était plus mince, moins vieux et tout ça. Mais L'espion qui m'aimait, que j'ai vu pas mal de fois, parce que c'est mon James Bond préféré, et bah ça m'a fait bizarre de le voir dedans. Et Dieu créa la femme de... Bon. J'ai vu aussi un homme et une femme. Un homme et une femme avec Anouk Aimée, voilà. Avec Anouk Aimée. Parce qu'Anouk Aimée est décédée il y a peu. Et nous ont repassé 2 films de Anouk Aimée, j'en ai vu 2. Comment dire, mon smartphone était encore dans mon sac. Dans mon sac Cabaya. Mon sac Cabaya. J'ai fait une petite sortie là tout à l'heure. J'ai été invité à manger là, on est dimanche. J'étais invité à manger ce midi. Et j'ai pris mon petit sac Cabaya sur le dos. 5,5 kg. Je suis parti avec 5,5 kg. Parce que j'ai pesé, je pèse le poids et tout ça. Bah, j'essaie de voir si ça peut être dérangeant tout ça, donc je préfère peser tout ça. En trottinette, j'ai traversé Toucan, tout ça. Il y avait une compétition de canoë apparemment, parce qu'ils ont bloqué une route entière avec plein de remorques de canoë. Personne n'en a parlé, personne n'est au courant, mais c'est bon, ok, très bien. Donc tu peux même pas te préparer pour aller voir des trucs comme ça, parce que bon, apparemment l'Ouest France, non, on va pas parler non plus, parce que ma mère a dit tiens, j'ai regardé l'Ouest France. Et là, justement, récemment, ils n'ont pas parlé de ça du tout, hein, donc apparemment, personne n'en parle. Bref, il y avait plein de monde. Il y avait le marché de Caen, donc c'est vrai qu'à 11h, 11h30, il y avait vraiment beaucoup de monde partout. Et quand je suis parti, quand j'ai longé la voie verte, où la route était bloquée à côté, il y avait plein de monde. Il y a des gens qui s'arrêtaient en vélo pour regarder les autres, les remorques. Ils regardaient les remorques. Non mais n'importe quoi. Donc j'ai zigzagué tout ça. Et à un moment donné, je me suis retrouvé bloqué derrière une fille à vélo qui avait une parka à Bordeaux. Et elle avait sur son dos un sac Cabaya. Et pas n'importe lequel. Elle avait celui que je voulais au départ. Celui qui me faisait envie depuis longtemps. Le Bogota. Elle avait le Bogota avec la petite sacoche, la petite pochette avant, enfin derrière. Enfin la pochette de devant, la grande pochette. La version, elle avait switché avec la version dorée et tout ça. Et j'étais là, je l'ai admiré, je suis resté un peu derrière avec ma trottinette. Et j'ai dit, ouais, il est pas mal le Bogota quand même. Il est un peu plus orange que le mien. Parce que le mien, c'est vrai que sur ma vidéo, tu vois qu'il fait orange. À un moment donné, il n'y a pas de filtre. Et il fait très orange parce qu'il y a la lumière de la fenêtre dessus. Mais il n'est pas si orange que ça. Et sur les autres vidéos, il fait orange aussi. Sur la dernière vidéo où je le mets sur le dos, il fait orange, je trouve. Il fait un peu trop orange. En fait, la couleur exacte, c'est un peu... c'est la couleur du début. Avant que je recule l'iPad, tu vois. Où j'ai vraiment le saqué comme ça. Et ben la couleur là, c'est la couleur un peu plus réelle. C'est vraiment la couleur. Mais c'est vrai que c'est difficile, même moi, avec la première vidéo, la vidéo de remplissage ou la vidéo de fin, j'ai pas réussi à avoir exactement la même couleur sur les vidéos. Et quand je l'ai là, je le regarde comme ça, mais il a une couleur. Ça dépend de la lumière en fait. Mais en fait, la couleur que vous voyez sur le site internet, quand il y a les modèles qui le portent sur le dos, c'est la couleur du sac. C'est la couleur du sac, mais c'est vrai qu'elle est vachement dure à retranscrire. La couleur du Bogota, c'est censé être un terracotta aussi, apparemment. Pas un orange, mais il est quand même assez orange. C'est un terracotta assez orange. Et c'est vrai qu'il fait un temps de merde, ça fait 2 semaines qu'on n'a pas eu de soleil, donc. Mais j'ai trouvé assez vibrant. Et peut-être, je dis bien peut-être, quasiment sûr, que si j'achète un deuxième sac, ça serait un Bogota. Voilà, je pense un Bogota.
Là, ouais, je pense que ce sera un Bogota. Après, t'es pas obligé forcément de racheter de sac, hein. Tu peux acheter des petites pochettes régulièrement et changer de pochette tous les mois, ce que je vais peut-être faire, tu sais, et garder le même sac. Parce que le mien, franchement, si c'était à refaire, je choisirais exactement le même. Parce que la couleur est vraiment passe-partout, vraiment. C'est une sorte, je te dis, de bordeaux rouge, enfin de bordeaux rouge, un rouge orangé, terreux, assez terne quand même, pas trop vibrant quand il fait un temps comme ça. C'est assez discret. Quand il y a la lumière, il y a la couleur orange, finalement, qui ressort un peu, qui ressort beaucoup, avec beaucoup de lumière. Mais, euh, mais franchement, il est beau. Il est beau, il est passe-partout, quoi. Il est pas trop vibrant et tout ça. Donc, c'est pas mal du tout. Après, après le Bogota, ouais. Le Bogota, le Bogota est chouette. Ouais, je suis resté quelques minutes, enfin quelques minutes. Ouais, oui, quelques minutes parce qu'il y a tellement de monde qui passait qu'à un moment donné, je suis resté derrière la fille, on a doublé plein de monde et tout ça. Et je me dis, putain, il est bien le Bogota quand même. Il est sympa. Sympa. Il est sympa comme tout. Il était pas du tout rempli, je sais pas ce qu'elle avait rien dedans, hein. Parce que moi, autant, moi je l'ai rempli, je teste le poids et tout ça. Et en fait, au niveau du poids, c'est nickel. Je pense, je suis parti avec 5,5 kg sur le pèse-personne, 5,5 kg. Ma mère m'a refilé presque 1 kg de bouffe que j'ai mis dedans. Presque 1 kg. Il y a eu 500 grammes de pommes de terre, parce que j'ai tout pesé, hein, je te jure. J'ai tout pesé. Et j'ai tout pesé pour savoir, parce que je voulais savoir à quel point c'est dérangeant. 5,5 kg. J'ai pas du tout senti mon sac à dos sur le dos. Parce que les petits trucs en bandoulière, surtout quand je charge au maximum, même des tout petits machins, bah ça tendance à glisser, ça revient sur le devant, des trucs comme ça. C'est vraiment pas pratique du tout. Là, c'est stable, ça bouge pas, ça te ruine pas le dos ou quoi que ce soit. T'es pas éjecté en arrière et tout ça. Sur le retour, j'ai peut-être eu une légère gêne, j'ai ressenti une légère gêne. Mais je pense que c'est parce que j'avais bu un peu d'alcool. J'avais bu un peu d'alcool au repas et j'étais avec la fatigue, l'alcool, après manger, tout ça. Bon, voilà. Je pense pas que c'est 700-800 grammes de plus qui. Voilà, et j'ai pas. Et c'était vraiment très léger, hein. J'ai ressenti comme un petit poids supplémentaire. Rien de bien dérangeant. Peut-être qu'à vélo, ça aurait été peut-être un poil plus dérangeant. Donc à voir. Je pense qu'à vélo, il faut que je fasse attention. À vélo, déjà, j'ai pas besoin du U. Le fameux U, je peux l'enlever. Donc à vélo, je pense que de toute manière, pour éviter que ça reste, ça stagne dans mon sac, il faut que je charge de ce dont j'ai vraiment besoin concrètement à chaque fois. Tac, 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 tac. Ça m'évite, voilà. Il y a des choses, il faut que ça soit toujours là. Quand j'ai la trottinette, il faut que le U soit constamment là. Parce que faut que je puisse l'attacher au cas où. Quand j'ai le vélo, le U, je peux m'en débarrasser. Mais la parka de pluie, oui, il la faut absolument. Si je pars à pied quelque part, le parapluie, j'ai pas besoin de la parka de pluie, mais du parapluie, etc., etc. Et le parapluie, j'en ai pas besoin si je fais du vélo, j'en ai pas besoin si j'ai la trottinette et si j'ai la parka, parce que je peux pas faire la trottinette avec le parapluie comme ça, ni du vélo, etc., etc., etc. Donc voilà, je pense qu'il faut rester avec un 5 kg quand je l'ai chargé comme une bourrique, ça devait être, je devais être à 6 kg voire, ouais 6,5 kg. 6,5 kg. 6,5 kg et j'avais dû rajouter l'iPad après de coups dedans. 6,5 kg, voilà. 6,5 kg voire 7 kg. Donc, ouais, voire 7 kg quand même. Avec la totale. 7 kg avec le parapluie. Si tu mets un bidon d'eau dedans, c'est un peu plus lourd. Je mets jamais dans ma gourde d'eau, je mets jamais l'eau à fond. Je mets toujours. Ça sert à rien d'avoir la gourde. Je bois pas autant d'eau non plus. À part si je pars très très loin. Mais voilà, je pense qu'à un moment donné, il faut faire attention aussi. Je pense qu'au-dessus de 6 kilos, peut-être que ça peut devenir gênant sur les longues distances à vélo. À trottinette, bon, à trottinette ça va. Mais déjà, le peu d'expérience que j'ai, je peux déjà dire qu'il est super confortable.
Il est stable, il est confortable sur le dos, c'est nickel. Tu le sens plus du tout. À part peut-être qu'au-dessus de 6 kilos, ça peut peut-être devenir dérangeant. À voir. À voir. Mais bon, voilà, c'est pas la vidéo pour parler de ça. C'est pas la vidéo pour parler de ça. Pour ceux, ça se trouve, il y en a beaucoup qui sont déjà partis. Et voilà. Bon, j'ai rien d'autre à dire pour ma défense. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Voilà, pour ceux qui ont reconnu